Bonjour et bienvenue, Brigitte Bonjour. Bourguignon. Merci d'être sur LCI. Ce matin, vous êtes en effet ministre en charge de l'autonomie, donc de la prise en charge des personnes âgées. Comme le disait Stéphane, beaucoup de questions sur la face cachée des EHPAD qu'on découvre avec stupeur. Vous nous direz comment ça s'est passé, votre rencontre hier avec les responsables du groupe Orpea. Mais ce dossier Orpea s'est encore alourdi ce matin par les révélations du canard enchaîné que je vais résumer en quelques instants. Le directeur général du groupe, Yves Lemann, a vendu toutes ses actions de la société juste après avoir appris la publication du livre Déflagration, les Fossoyeurs, qui a déclenché ce scandale, ces révélations. Il venait de recevoir une liste de questions du journaliste en passe de publication. Il a refusé de répondre aux questions, mais en revanche, il a donc revendu ses actions. Il a empoché 600 000 euros. Aujourd'hui, l'action a dégringolé, donc certains pourraient dire avec cynisme qu'il a eu du flair dans cette affaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Un peu plus de dégoût, encore, s'il en fallait, puisque je pense que les révélations du livre qui seront vérifiées maintenant, déjà, en elles, portaient beaucoup d'accusations et avec beaucoup de soins quand même apportés à cette enquête, je trouve. C'est pourquoi on l'a prise très au sérieux. Et puis, je trouve que ça montre un certain cynisme. Ce PDG était là depuis 28 ans. Donc, vous voyez bien qu'on est au cœur d'un système, je pense, ce que je voulais d'abord vérifier, parce qu'il y a d'abord l'enquête sanitaire dans l'établissement cité dès le départ, mais il y a surtout cette inspection qu'on veut, qui soit à la fois sur les affaires sociales, mais qui soit aussi sur le côté financier de cette grosse machine, finalement, dont on s'aperçoit qu'elle a pu jouer, finalement, sur des dispositifs, et l'auteur du livre le dit, hein, on était toujours sur une ligne jaune et difficile du coup à repérer ce genre de choses. Donc vous voyez bien que si c'est avéré, moi je mets tout au conditionnel parce que je ne suis pas une inspectrice, je dis simplement qu'il y aura des enquêtes approfondies à ce niveau-là, que d'autres... On va y venir. On aura J'ai aussi beaucoup de d'autres questions sur possibilités ces enquêtes. peut-être, bien sûr. Vous venez de dire un système. On est au cœur d'un système, c'est la phrase que vous venez de prononcer. Je parle d'Orpea. De Orpea. Donc vous laissez entendre, vous dites, vous affirmez que c'est systémique. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est une organisation interne qui, donc... Je dis que c'est une organisation qui a été dénoncée, semble-t-il, et que du coup, nous programmons des inspections. Moi, je n'ai pas à juger de la fin des inspections. Vous l'avez dit, Par contre, réalité... je dis que si, en plus, des personnes quittent le navire au moment où il y a des accusations, en n'acceptant pas de répondre et d'assumer des responsabilités, et au passage en se servant, là, c'est grave, oui. Donc, mais ça, ce n'est pas à moi de commencer à programmer et à vous dire comment ça va se terminer tout ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'il se passe ça et qu'ils devront en répondre. On va y revenir. Yves Lemann, c'est lui qui a empoché, selon le canard enchaîné, cette somme en vendant ses actions juste au bon moment. Il a démissionné la semaine dernière. Ça n'est donc pas lui que vous avez reçu. Ce sont deux autres responsables Orpea. Comment ça s'est passé? Quelle tonalité cette rencontre? La tonalité, c'est que d'abord, c'était une convocation. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation qu'Olivier Véran m'avait demandé de faire à ces directions pour leur dire et les informer de ce que nous lancions comme inspection. Ils étaient arrivés avec des dossiers pour nous expliquer et me remettre ces dossiers. Je n'ai pas accepté de prendre quelques dossiers que ce soit. Je ne suis pas chargée de cette enquête. Donc, je leur ai bien expliqué, d'abord notre colère, ma colère, mon émotion, et surtout qu'ils avaient peut-être des actionnaires à rassurer, mais moi, c'était les gens que je dois rassurer, des résidents, des familles qui sont inquiètes, et des professionnels qui ont beaucoup souffert de ces techniques. Et en face de vous, vous aviez deux hommes qui niaient tout? Tout. C'est-à-dire que on a joué un peu sur mon côté empathique, semble-t-il, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis qui ne se remettent pas en question en tout cas, et qui ont l'air de dire qu'ils ont des explications pour tout et qu'ils ont des preuves pour tout. Donc on verra ce que ça donnera au bout du compte finalement ces enquêtes. Mais non, il n'y avait pas de remise en question et des phrases malheureuses. Par exemple? Je crois qu'elles ont été réitérées à la presse et à la sortie. On ne peut pas répondre à une personne qui dit que sa mère a eu 2 jambes cassées par le fait qu'une personne âgée ne ressent pas la douleur. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a du mal à entendre, surtout quand on est venu pour se justifier. Je pense que dans ces moments-là, il faut être extrêmement discret, il faut être
pudique et surtout arriver avec les preuves qu'on veut donner à la représentation qui sera à votre écoute. On verra quelle sera la tonalité. Il y aura une audition aussi à l'Assemblée nationale cet après-midi. Ils vont être entendus. Voilà, j'espère que le ton sera moins... Arrogant ? Je n'irai pas jusqu'à l'arrogance, je n'irai même pas jusque-là, ou alors c'est du cynisme pur, mais il n'y a pas de remise en question. Inconscience ? Pas de remise en question. Je ne sais pas s'il y a de l'inconscience, mais ou alors c'est... Voilà, il n'y a pas de remise en question. À la fois une tentative de faire appel à votre bon cœur. Caractère de bon cœur, semble-t-il. Dans vos bonnes grâces, et puis à côté de ça, un démenti formel, donc pas oui, de culpa, pas de... Non, il y a... Rien de tout cela. Me dire aussi que, évidemment, ça n'est jamais parfait. Personne n'a demandé à qui que ce soit d'être parfait. Les hôpitaux ne sont pas parfaits, les cliniques ne sont pas parfaites. C'est pas ce qu'on dit. Mais par contre, s'il y a une gestion qui a été faite de cette manière, là, c'est grave, oui. Alors, 2 enquêtes. Vous l'avez annoncé hier matin, déjà avant même de la recevoir. Une enquête de l'IGAS, on va y revenir. Une enquête financière. Tous ces établissements privés, qui représentent 24% du secteur, reçoivent de l'argent public. On ne s'en rend pas compte parce que ça coûte cher aux résidents. Donc, j'ai dit, ça permet de tout payer. Non. Ils reçoivent de l'argent public pour les soins, les médecins, les infirmières et même, par exemple, les protections, etc. C'est payé par la puissance publique. Ça, c'est important. C'est le forfait dépendance et le forfait soins, c'est-à-dire c'est l'État et les départements. Alors, il s'agit de vérifier quoi, l'enquête financière ? Que cet argent public n'a pas été utilisé pour servir d'autres intérêts que ceux pour lesquels ils sont versés, c'est-à-dire le soin et la dépendance des personnes. Uniquement ça. Après, pour le reste, ça ne m'appartient pas. Mais nous vérifions surtout cette utilisation. Et quand on entend sur les couches, sur l'alimentation, ça, on ne peut pas l'entendre. D'autant plus que là, on ne peut pas nous parler de questions de moyens, dans la mesure où ce sont des établissements qui ont choisi parfois, je ne les juge pas tous, et c'est tant mieux qu'il y ait des offres diverses et variées dans ce pays, mais pour autant, ce sont des établissements qui souvent offrent une offre hôtelière de haute qualité, qui peut faire miroiter beaucoup de choses aux yeux des gens. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est quelles sont les prestations offertes par ces établissements. Est-ce que vraiment il y a le médecin? Est-ce qu'il y a l'infirmière de nuit? C'est ça qu'on doit regarder et pas seulement la prestation hôtelière, même si je revendique que les établissements doivent être beaux et accueillants, puisque ce sont des maisons de retraite avant tout, et ce ne sont pas des hôpitaux. Donc, en tout cas, éventuellement, parce que Victor Castanet, dans son livre chez Fayard, Les Fossoyeurs, en parle. Effectivement, il y a un chapitre sur ce qu'on appelle les rétrocessions, c'est-à-dire ce qui permet éventuellement au groupe Orpea de récupérer en fin d'année une certaine somme qui est une remise en fait d'un fournisseur qui aurait dû revenir à la puissance publique puisque c'est payé par une dotation publique. Mais en fait, ils empocheraient l'ensemble de la... Ça fait partie des choses qu'on vérifiera et qu'on doit vérifier. Ouais. Et de toute façon aussi, ça fait partie aussi d'un autre ensemble. C'est-à-dire que dans ces groupements, et c'est ce qu'on va faire dans les 3 semaines qui suivent, dans des groupements privés lucratifs de ce type, ce qu'il faut remettre, c'est que la notion d'entreprise soit une entreprise à mission. Ça existe, c'est la loi Pacte. Ouais. Nous allons faire en sorte que ces groupements privés remettent cette philosophie de l'entreprise vers une mission. Et la mission, c'est celle du grand âge, qui est du soin, qui est de la bientraitance. Donc, il y a des obligations. Et qui était des obligations. Est-ce qu'ils sont soumis à un cahier des charges? Bien sûr. D'abord, on n'ouvre pas un établissement comme ça en France. Mais par exemple, est-ce que dans le cahier des charges, il y a une obligation de ratio entre le nombre de résidents et le personnel? Oui, et puis comme tous les établissements, bien sûr, comme tous les établissements, parce qu'au départ, vous n'avez une autorisation que si vous répondez à toutes ces charges. Il ne faut pas laisser, parce que j'entends trop de choses ces derniers jours, c'est hallucinant d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a des contrôles. Bien sûr qu'il y a des autorisations qui sont délivrées. D'ailleurs, je ferai remarquer que le gros des autorisations délivrées pour l'installation de grands groupements privés... C'est les ministres? C'est l'ARS. Non, c'est pas le gouvernement, c'est l'ARS. Et c'est tout, c'est l'ARS, c'est l'autorité de tutelle. Mais ces données, il y a eu une énorme montée en charge de ces groupements privés dans les années 97. Aujourd'hui, il y en a très peu. Alors après, ça se traduit quelquefois par des rachats. Et ça, il faut qu'on soit vigilant là-dessus parce que les autorisations, elles sont données pour 15 ans. Il y a des rachats par des fonds de pension qui rachètent des groupements privés qui rachètent des EHPAD publics. Qui rachètent des EHPAD publics. Bien sûr, il y en a. Il y a besoin aussi d'un agrément pour ça. Et alors, ou pas. On reprend l'agrément qui existait. Ouais. Et donc, comme ces autorisations-là, elles sont là pour
15 ans, nous voulons faire en sorte qu'il y ait des évaluations externes, tous les 5 ans, pour voir si vraiment l'autorisation peut être reconduite, avec le plus de clarté possible. Mais Madame Bourguignon, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que on va parler des contrôles. Mais d'abord, il y a des évaluations régulières déjà des EHPAD privés. Oui, il y a. Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils respectent les obligations ou pas? Mais de tous les établissements, il y a un cahier des charges avec des critères qui ont été transmis et qui vont être publiés. Moi, je trouve que nous manquons, par contre, de suffisamment d'informations claires sur les sites des EHPAD. J'en ai encore discuté hier avec une personne qui cherchait une place pour son papa et qui disait, moi, je vérifie. Quelquefois, on me fait voir un beau paquet cadeau. Moi, je regarde à l'intérieur ce qu'on offre comme prestation d'abord. Parce que ce que je cherche, c'est quand même ce que je n'arrive plus à lui donner, c'est-à-dire une sécurisation de ses soins, etc. Donc, voilà ce qu'on regarde d'abord dans un établissement. Et ça, c'est publié. Mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisamment publié. Et nous avons travaillé. Publié. Ne croyez pas que nous n'avons pas travaillé là-dessus. Nous avons travaillé sur un référentiel, parce que je découvre que des candidats sortent des référentiels aujourd'hui. Nous avons un référentiel qui est en préparation, mais nous avons préféré le faire de manière stricte et encadrée par la Haute Autorité de Santé pour que les choses soient claires. Je vous entends, et donc, ce sera publié dans 3 semaines. Vous verrez que sur les sites de la CNSA notamment, nous aurons les listes des EHPAD avec les prestations offertes et vraiment l'évaluation qui en est faite. Alors ça, et l'évaluation qui en est faite. On revient sur les évaluations, mais je vous pose la question que beaucoup se posent. Comment la ministre ne savait pas ce qui se passait? Mais alors ça, c'est extraordinaire parce que moi, je vais vous dire un truc. J'en ai un peu assez de ce débat en France. D'abord, on dénonce les pratiques d'un groupe en particulier. Tout à coup, ça devient tous les EHPAD de France traitent mal les aînés. Moi, ça fait des mois que j'essaie de parler de mon sujet. Ça fait des mois que j'essaie de parler de ce qu'on est en train de faire. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce sujet, comme si je découvrais que, voilà, et nous avons besoin là, de rénover. Là, moi, j'en veux à la classe politique tout entière, qui depuis 20 ans a totalement abandonné ce secteur, ou alors fait mine aujourd'hui de jouer les offusqués en me disant « Mais madame, qu'avez-vous fait là pendant les 2 dernières années ?» Alors, je vais rappeler à certains. Quand il y a eu une crise économique, on a dit on ne peut pas le faire, s'occuper de rénover les EHPAD. Et puis la mandature précédente, j'ai du mal à savoir pourquoi ça, on n'a pas pu le faire. Il y a eu une loi, elle n'a rien prévu sur les contrôles, on ne demande pas à ces gens-là aujourd'hui. Mais voilà, on peut tous s'amuser à faire ça. On peut tous s'amuser à faire ça. Moi, je vous le dis, je termine parce que c'est important quand même. Parce que dans ce débat-là, on dit tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai des EHPAD en ce moment qui pleurent en entendant ce qu'on dit d'eux, parce qu'ils ne supportent plus. Et nous, on est en pleine pandémie. Et pendant cette pandémie, où on dépense sans compter pour des établissements, pour les sécuriser, où, d'ailleurs, les premiers qui ont payé le plus lourd tribut étaient les personnes âgées dans ces établissements. Ça, on a su le dire. On a su le dire pendant la première crise. On n'a pas su voir, par contre, que nous avons commencé la campagne de vaccination par ces personnes. Que n'ai-je entendu à ce moment-là ? J'ai entendu des gens sur des plateaux, gériatres d'ailleurs, il va falloir qu'ils changent de métier, dire que mais pourquoi on commence par vacciner les personnes âgées en établissement? Ça ne sert à rien. On se souvient de ça, vous vous Madame souvenez? Bourguignon. La deuxième chose, important aussi, quoi? On leur demande leur consentement? Mais quel gâchis de temps! Vous vous rendez compte, comme si ce n'étaient pas des personnes, alors que des anti-vaccins, eux, ils ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas. Voilà. Et d'autres... Non mais on découvre le secteur du grand âge et ce qu'on y fait, que nous faisons jour après jour de manière quotidienne sur tous les sujets. On découvre ce sujet lorsqu'il y a une canicule, lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a un sujet de maltraitance. Point final. Alors, juste une question, parce qu'on va aller jusqu'au bout. Vous êtes mis en colère hier quand mais je suis en colère en ce moment. Boris Vallaud vous a interpellé. Il y a eu un envoyé spécial, vous l'aviez vu, en 2018. Oui. Dans cet envoyé spécial, le groupe incriminé dans le livre et d'autres étaient décrits comme maltraitant les personnes âgées. Il y avait des témoignages terribles. J'ai fait des enquêtes. On a fait des enquêtes sur ces études. On a fait des enquêtes. En 2017, il y a eu des enquêtes sur le groupe dont vous parlez, qui était dans l'enquête. Moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je suis arrivée à l'Assemblée nationale et qu'on m'a donné la présidence des affaires sociales, la première des missions que j'ai faites, c'était une mission flash sur les EHPAD. Pourquoi ? Est-ce qu'on se rappelle pourquoi ?
c'est parce qu'il y avait un mouvement de grève à ce moment-là. C'était pas de notre fait, c'était pas sous ma mandature, c'était avant. Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je rappelle, nous avons fait une mission, et j'ai demandé une mission plus approfondie, aux mêmes auteurs d'ailleurs, à Manu Kibora et Caroline Fiat, pour leur dire, d'accord, ok, il manque de moyens, parce qu'en France, tout se résume à manque de moyens, manque d'encadrement, et l'État fait mal. Résumons-nous, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, ça devient un peu caricatural, le débat politique. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je leur ai demandé, bien sûr, mais on en a mis 20 000 de postes. Et quand je parle de postes financés, financés depuis les 2 PLFSS 2021 et 2022, 20 000 postes financés, soignants, c'est-à-dire des postes au pied du lit. Ce n'est pas des postes d'encadrement et de direction, c'est des postes au pied du lit. Nous ne les trouvons pas partout. Et je suis désolée, moi j'ai plein d'établissements qui me disent « je cherche du personnel, madame ». Et ce n'est pas une question de financement. J'entendais Jérôme Gage hier sur la chaîne LCP dire député socialiste. Président de département aussi. Voilà, ancien député. Et qui dit il y a 15% d'infirmières de nuit dans les EHPAD. Moi, j'ai remis dans le PLFSS 2022 des astreintes de nuit d'infirmières qu'il n'y avait plus. Je viens de le remettre. On l'a voté. C'est un problème de formation. Oui, et puis d'attractivité des métiers. Quand on revalorise les métiers, c'est ce qu'on a fait. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on n'a rien fait. 1 milliard pour revaloriser les aides à domicile, dont on parle peu dans ce débat, et 1,5 milliard pour revaloriser, par an, pour revaloriser les salariés en EHPAD. C'est financé, c'est la 5e branche que nous avons créée qui finance aujourd'hui cette partie. Donc, je veux bien qu'on m'explique qu'on est en train de rien faire. Eh bien, si, on est en train de faire. Et quand on revalorise, on redonne de l'attractivité. Nous avons aussi ouvert toutes les formations possibles qui n'existaient pas, c'est-à-dire l'alternance, l'apprentissage. On a doublé les formations d'aide-soignante. C'est pas neutre, ça va produire ses effets. Et un mot du contrôle, il faudrait plus qu'un mot, parce que c'est ça qui est au cœur aussi du sujet. Les contrôles, là, vous allez en faire inopiné, ça sert à rien, parce que le groupe Orpea va s'organiser pour que la vitrine soit belle. C'est pas inopiné dans 15 jours. Quand on dit inopiné, c'est inopiné. Oui, mais n'importe quoi. Il y a 200 établissements. Non, il y a deux choses. Il y a le sujet de la maltraitance que nous allons vérifier. Il y a, vous savez, aujourd'hui aussi des familles qui se portent partie civile. Donc, ils auront à répondre devant la justice. Également, des cas, s'ils sont avérés de maltraitance. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et puis, il y a d'autres inspections possibles. Il y a aussi, on parle peu aussi des professionnels. Moi, je veux que les professionnels puissent s'exprimer. Ce qui n'était pas leur cas. Ils étaient un peu bridés, on va le dire, dans leur expression. Donc moi, je veux qu'ils puissent. Donc je vais voir, et je vais beaucoup concerter, notamment sur la partie des 3 semaines qui vont suivre, les résidents, les familles et les partenaires sociaux. Parce que je crois que c'est important. En tout cas, les contrôles, j'entendais Bruno Retailleau hier, le président du groupe LR au Sénat, dire les contrôles, il y a trop d'instances qui interviennent, il faut une autorité, une institution, le département, il déclenche les contrôles et c'est lui qui en est responsable. Les départements sont tout à fait à même de faire des contrôles déjà aujourd'hui. Oui. Je les entends peu, mais là, ils vont certainement s'exprimer parce qu'ils sont financeurs autant que nous. Est-ce qu'il y a trop d'acteurs? Non, il n'y a pas trop d'acteurs. Est-ce que le système de contrôle aujourd'hui chacun a sa performant le système de contrôle? Je pense que oui, chacun a sa spécialité. Je dis qu'ils auront chacun leur spécialité dans le contrôle qui est demandé. C'est-à-dire que les uns sont des financiers purs et vont contrôler le côté finance. On ne va quand même pas demander à une ARS de contrôler les finances lorsqu'il s'agit d'un système, ce qui nous revient au départ. Par contre, de regarder si l'argent public donné pour les prestations soins sont bien attribués sur les prestations soins, c'est la moindre des choses, effectivement. Il est performant aujourd'hui, le système de contrôle? Il n'est pas assez performant, je trouve. Il vaudrait mieux qu'on ait une autorité indépendante qui rassemble un peu toutes les composantes dont on vient parler. Mais tout ça, on est en train d'y travailler. Moi, je suis ouverte à toutes les propositions, croyez-le. Si c'est un système, il faudra que les dirigeants du groupe en répondent devant la justice. Bien sûr. Donc, aussi, on se réserve tous les droits. Mais en tout cas, la puissance publique ne saisit pas, elle, la justice. Elle peut, si elle le juge. Parce qu'on attend. Moi, je procède par ordre. On ne va quand même pas tout de suite sur les bases d'un livre, ou alors on se marche sur la tête dans ce pays. Donc vous attendez il y a des instances, il y a 2 inspections qui sont loin d'être neutres. Je vous assure que c'est la première fois qu'on fait une inspection de ce type, avec cette force, parce qu'on veut frapper fort, parce qu'on ne veut plus que des groupes considère le grand âge comme une pompe à fric. Ce n'est pas
ce métier-là qu'on leur demande. Et c'est ça que révèle... Ce n'est pas une marchandise, Oui. grand âge. Les personnes âgées Ce n'est pas une une marchandise. S'il y a des sanctions, il y a une gradation, ça peut aller jusqu'à la fermeture. Ah, mais ça peut des aller maisons. jusqu'à la fermeture, oui, bien sûr. Et puis, vous savez, Si la c'était sanction... avéré ce qui se passe dans certaines maisons, ça vaudrait fermeture. Bien sûr, mais ça existe déjà. Les sanctions, c'est soit on fait une suspension, soit quelquefois on met sous tutelle pendant un temps pour résorber une situation, soit on ferme un établissement. Alors, ça n'est pas neutre. D'ailleurs, il y aura des réponses à donner, parce qu'apparemment, il y a des gens qui veulent changer d'établissement, pour le coup. La punition, elle vient quelquefois même à la fois de l'opinion publique et des gens qui vont craindre maintenant pour ces groupements. Le sujet ne fait que débouler, si je C'est puis ça. dire, si vous me permettez, dans la campagne électorale. Ça peut nuire à Emmanuel Macron. On peut lui dire Emmanuel Macron n'a rien fait. Ah ben non, on ne peut pas lui dire qu'il n'a rien fait pour toutes les raisons que je assez viens de pour vous les dire. personnes âgées. Je ne laisserai pas dire qu'il n'a rien fait, parce que je pense qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur ce secteur. Voilà. On a répondu à l'urgence par de l'argent, par du financement. Quand on met 2,1 milliards pour rénover des EHPAD qui sont dans un état très vétuste par endroits, dans lesquels les professionnels font un travail remarquable dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour les personnes âgées, loin s'en faut. Les Fossoyeurs, chez Fayard, signé Victor Castanet. Madame la ministre, vous devez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de Je témoignages. reçois beaucoup de témoignages. La parole est libérée, j'imagine. Oui. Et les familles... Oui, moi ce que je veux, c'est les entendre. Absolument.